France Info et France 24 présentent Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde dans tous ses états, le magazine de géopolitique de France Info et de France 24. Consacré au Liban où depuis mi-octobre, la population manifeste contre le système politique mais aussi la corruption. Et on va en parler avec notre invité Mounir Korm. Il faut d'abord rappeler que le Liban est le plus petit État du Moyen-Orient. Christophe, il est l'équivalent d'un gros département français. Oui, à titre de comparaison, c'est un tiers de la Belgique, 10 500 km² seulement. Du nord au sud, c'est 210 km avec une frontière avec la Syrie et Israël. Et malgré sa petite taille, c'est un pays avec une géographie assez variée. On passe de la mer très facilement à la montagne avec ces montagnes de cèdre, symbole du pays, qui culminent parfois à 3000 mètres. Et depuis des siècles, c'est le carrefour des civilisations. Concernant la population, pas de recensement depuis 1932. Néanmoins, on estime qu'il y aurait 4 millions d'habitants au Liban, dont 1 million de réfugiés syriens. Et à cela, il faut ajouter une diaspora de 4 millions de Libanais. Alors, il y a une particularité, c'est la présence d'une communauté religieuse assez variée. Vous le voyez ici avec toutes ces couleurs, plus de 15 communautés religieuses. Parmi les chrétiens, il y a les maronites, les orthodoxes, les arméniens. Et parmi les musulmans, il y a des chiites, des sunnites ou encore des druzes. Et le système politique est un système confessionnel. Confessionnel, tout d'abord, c'est un régime parlementaire et comme on vient de le dire, avec un président qui est chrétien maronite, il s'agit de Michel Aoun. Pour le Premier ministre, c'est un musulman sunnite. Et puis, il y a également le président de l'Assemblée nationale, c'est un musulman chiite. Mais depuis mi-octobre, les Libanais remettent justement en cause ce système. Vous le voyez sur ces images, ils sont descendus dans la rue. Ils ont formé une chaîne humaine de 170 km. Ils veulent la fin du système et ils exigent surtout la fin de la corruption. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une taxe sur WhatsApp. Depuis l'annonce par le gouvernement de cette taxe, tous les Libanais sont dans la rue, toutes confessions confondues, de Tyr à Tripoli, dans l'ensemble du pays. Regardez ce reportage de l'envoyé spécial de France 24, Roméo Langlois. Au Liban, la rue gronde contre la classe politique. Mais ce jour-là, ce sont les fidèles du président, Michel Aoun, qui battent le pavé. Certains s'habillent en orange, la couleur du parti présidentiel. Je donnerai mon sang pour le général Aoun. Mon sang n'est pas rouge, il est orange. Je serai avec lui jusqu'à ma mort. Le président ne défend pas que les chrétiens. Il défend notre pays. Beaucoup de gens disent qu'il est temps qu'une personne plus jeune le remplace. Ils disent qu'il est vieux et se moquent de lui, mais il est encore vif, il a une vision. La plupart des dirigeants politiques actuels sont issus de la guerre civile. Beaucoup ont tenu les armes. Aujourd'hui, les manifestants veulent voir de nouvelles têtes. On n'est pas dans la rue pour protester contre le président et les siens. Nous n'avons rien contre eux en tant que tels. Mais on ne veut plus que nos dirigeants s'expriment au nom des chrétiens ou des musulmans. On veut qu'ils parlent au nom du Liban. Pour cette nouvelle génération, il est temps de tourner la page de la guerre. Avec force et en musique, ces jeunes Libanais réclament aujourd'hui un nouveau contrat social. Et malgré des tensions, la mobilisation continue, comme nous l'explique Roméo Langlois. C'est l'envoyé spécial de France 24 à Beyrouth. Sur la place des Martyrs, au centre de Beyrouth, se côtoient des Libanais très divers. Il y a des cadres comme des employés, des chômeurs ou des étudiants, des artistes comme des lycéens, des musulmans comme des chrétiens. Alors, qu'est-ce qui rassemble toutes ces personnes ? C'est d'abord le rejet d'une classe politique qui est considérée comme profondément corrompue. Les Libanais sont durement frappés par la crise économique et ils considèrent que leurs dirigeants en sont responsables. Mais de manière plus générale, ce que rejettent les manifestants, c'est le système confessionnel qui régit la vie politique libanaise depuis la fin des années 80. En effet, selon la Constitution, le président de la République doit être un chrétien, le président du Parlement doit être un musulman chiite et le Premier ministre doit être un musulman sunnite. Alors, ce système dit confessionnel est hérité de la guerre civile. Il était censé garantir la paix sociale, mais il est aujourd'hui accusé de favoriser le clientélisme et le repli communautaire. Aujourd'hui, les manifestants qui occupent le centre de Beyrouth et qui paralysent une partie du pays sont très jeunes. Ils appartiennent à une génération qui n'a pas connu la guerre civile et qui réclame à grands cris un nouveau contrat social.
Et là, on en parle avec notre invité Mounir Korm. Vous êtes auteur du livre Pour une troisième République libanaise, étude critique pour une sortie de Taïf. C'est aux éditions de l'Harmattan. Bonjour Mounir Korm, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes libanais, vous vivez en France, votre père est un historien, Georges Korm, il a d'ailleurs été ministre des Finances du Liban pendant 2 ans. Ce n'est pas la première fois que les Libanais sont dans la rue, mais cette fois, c'est une mobilisation générale, toutes confessions confondues, dans le pays, dans l'ensemble du pays, et ça dure. Comment expliquer finalement cette unité nationale ? Tout à fait, vous avez parfaitement raison, c'est assez unique et une première dans l'histoire récente du Liban. Il y avait une petite annonce en 2015 avec des premières manifestations suite à la crise des déchets, car les déchets ne fonctionnaient plus, le ramassage des déchets ne fonctionne plus au Liban. Aujourd'hui, la raison pour laquelle tous les Libanais sont dans la rue et protestent massivement, c'est que le pays vit un état d'effondrement économique et financier et que la situation économique est critique. La première raison pour laquelle les Libanais sont dans la rue, c'est qu'ils ont peur pour leur fin de mois et pour leur salaire. Ils dénoncent aussi le système de corruption. D'après ce que j'ai vu, l'indice de perception de la corruption au Liban place le pays au 143e rang sur 180. Ça, c'est selon Transparency International. Ils dénoncent ce système de corruption. On parle beaucoup de l'électricité. On parle de la mafia du générateur. Qu'est-ce que c'est que la mafia du générateur ? La mafia du générateur, c'est un groupe de lobby associé à des partis et à des personnalités politiques qui bloquent tout développement de la fourniture d'électricité au Liban par tout moyen, car il n'y a pas d'électricité courante 24 heures sur 24 au Liban. Il y a des coupures massives. Et pendant les coupures, les gens, pour avoir de l'électricité, s'équipent de moteurs qui fonctionnent au fioul et payent extrêmement cher de l'essence et des moteurs au fioul. Et donc, c'est le lobby des gens qui fournissent ces moteurs qui est une des raisons, c'est pas l'unique, mais c'est une des raisons qui fait qu'on n'a pas d'électricité 24 heures sur 24 au Liban. Et c'est assez symptomatique d'une situation plus générale qui est l'état des infrastructures au Liban et l'état de l'organisation générale du pays qui s'est liquéfiée très progressivement au fil des années. Déjà qu'elle n'était pas très élevée et qu'au sortir de la guerre, il fallait tout reconstruire. Mais en 30 années, l'état des infrastructures est devenu absolument catastrophique puisqu'aujourd'hui, l'électricité courante ne fonctionne pas, l'eau courante ne fonctionne pas, les routes fonctionnent très mal, le transport public est inexistant et même le ramassage des déchets aujourd'hui n'existe plus. Alors, il y a justement un rejet de la classe politique et du népotisme. On l'a vu, les manifestants qui demandent la fin du système confessionnel et la mise en place d'un gouvernement de technocrates. Finalement, la classe politique n'a pas évolué depuis la dernière guerre. Tout à fait. En fait, on est, ce que je veux dire, arrivé au stade d'un auto-effondrement d'un système qui est celui issu des accords de Taïf et de la fin de la guerre civile. On a eu l'alliance d'un côté des chefs de guerre qui se sont auto-amnistiés à la fin de la guerre et qui ont pris les positions de pouvoir, la présidence de la Chambre, certaines fonctions clés au sein des ministères, et qui se sont alliés avec une élite financière pour dilapider et gaspiller, se nourrir sur partager le gâteau, on dit au Liban, c'est une expression parfaitement utilisée pour ruiner l'ensemble du pays et se nourrir sur la bête. Et aujourd'hui, les gens protestent, ne veulent plus de ce système, parce que le système s'effondre, qu'il n'y a vraiment plus rien, qu'il n'y a presque plus rien à voler, même pour les gens au pouvoir, puisqu'il n'y a plus aucun dollar. Ce qui est justement assez étonnant, c'est que le Liban était connu pour sa stabilité financière, et pourtant la dette représente 148% du PIB. Comment expliquer cette dérive ? Alors des gens avaient alerté sur cette situation, mais ils étaient inaudibles. Au cours des 20 dernières années, c'est un système qui a reçu un soutien international, il faut le dire, que ça de la plupart des grandes puissances internationales. La Banque centrale a été plusieurs fois primée. Le gouverneur de la Banque centrale a reçu les titres de meilleur gouverneur de la Banque centrale du monde, alors qu'en fait c'était un système de Ponzi qui revenait à enrichir quelques banquiers libanais sur le dos de l'État libanais. 50% du budget de l'État libanais, c'est rembourser des intérêts aux banques libanaises. Les banques libanaises ensuite déposent les dollars à la Banque centrale, qui elle-même paye des intérêts. Et au final, elle s'enrichit sur le dos de l'État libanais. Et aujourd'hui, comme le pays ne produit rien, n'exporte pas et importe massivement, qu'on fait face aussi à une forte pression sur le secteur bancaire, notamment de sanctions américaines également vis-à-vis du Hezbollah, et que les émigrés ont envoyé moins de rentrées, on a un double phénomène. L'État n'a plus d'argent et n'en a pas. Les dollars ne rentrent plus au pays et la livre libanaise, qui était fixée au dollar depuis le début, est en train de s'effondrer. Et donc le système s'auto-effondre. Beaucoup de gens le voyaient venir et essayaient de le dire, mais on a la conjonction d'un triple phénomène dans cette classe politique. La corruption, on l'a dit, mais en plus l'incompétence. Parce qu'en plus d'être... ils n'ont pas vu qu'ils tuaient eux-mêmes la bête sur laquelle ils se nourrissaient. Et enfin, le système politique. Et donc, c'est ces trois raisons pour lesquelles les gens sont dans la rue. C'est qu'ils ont réussi à se perpétuer grâce au système politique communautaire issu de Taïf. Et la diaspora, vous en parlez, elle finance, d'après ce que j'ai lu, 20% du PIB libanais. Ça vous semble juste? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elle n'a plus confiance non plus en ces institutions, la diaspora. Il y a plusieurs phénomènes qui ont conduit à une baisse des rentrées de dollars dans le pays. La première, il faut le dire, on a le secret bancaire au Liban.
Le Liban a été une place un peu de blanchiment d'argent aussi, et donc beaucoup de dollars rentraient dans le passé, pas de la diaspora qui envoyait de l'argent pour ses familles, mais de gens qui mettaient de l'argent un peu sale pour le blanchir, et ça a soutenu un peu l'immobilier et beaucoup de fortunes locales. Avec les pressions internationales sur la régulation de la fiscalité internationale contre le secret bancaire, ça a été beaucoup plus difficile d'envoyer son argent. Ensuite, effectivement, les Libanais de la diaspora ont, depuis ces derniers mois, ça s'est accéléré, peur d'envoyer leurs dollars au Liban, de peur qu'ils ne les retrouvent jamais en cas, ce qui est en train de se produire, d'effondrement du système financier. Donc ça participe à l'effondrement. Et c'est un cercle vicieux qui fait que moins on a de confiance, plus le système va s'effondrer. Et aujourd'hui, le système est dans la confiance zéro, puisque les gens sont dans la rue et ne veulent plus en sortir. Et donc on a besoin absolument de reconstruire très rapidement une confiance dans le système libanais. Alors justement, cette révolution, elle se fait également sur les réseaux sociaux. L'un des slogans des manifestants, c'est « Kelon Yani Kelon ». J'espère que la prononciation est bonne. Cela veut dire « Ils doivent tous partir ». On va écouter justement un extrait qui passe en boucle sur les réseaux sociaux. نخسر بلدنا ونرفع علم لبنان لما ترضى نخسر بلدنا ونرفع علم لبنان قوم يا شعبنا هي قضيتنا احرق اصنام السياسي اللي خلقتها ولا لما ترضى نخسر بلدنا ونرفع علم لبنان لما ترضى نخسر بلدنا راح على عالم لبنان. C'est un peu le dégagisme version libanaise. Tout à fait, mais dégagisme parfaitement justifié. Tous veut dire tous, c'est aussi une réponse aux fractures politiques et géopolitiques internationales qu'ont pu traverser la classe politique libanaise. Les Libanais sont divisés entre pro-syriens, anti-syriens, pro-iraniens, anti-iraniens, pro-américains. Là, il n'y a pas de sujet de géopolitique internationale, c'est tous les corrompus dehors, sans exception. Tous les corrompus dehors. Vous restez avec nous, en tout cas, c'est la fin de la première partie du Monde dans tous ces États. Restez avec nous sur France 24. Info et France 24 présente. C'est la suite du Monde dans tous ces États consacrés donc au Liban et à la contestation dans la rue pour rejeter le système politique. On va faire justement un peu d'histoire contemporaine. Après le démembrement de l'Empire ottoman, juste après la Première Guerre mondiale, le Liban passe sous mandat français. Et c'était le 20 mai 1919, signé et proclamé en 1920 avec le cèdre libanais, on le voit bien, et puis ce drapeau français. Juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Français acceptent finalement l'indépendance du Liban. Ce sera le 22 novembre 1943 et ce sera d'ailleurs la date anniversaire qui sera retenue. Ensuite, il y aura la création de l'État d'Israël et les débuts des guerres israélo-arabes. Des centaines de milliers de Palestiniens vont justement affluer au Liban. Les camps de réfugiés vont servir de base arrière aux combattants palestiniens. La guerre civile et confessionnelle éclate donc en 1975. Une guerre de près de 15 ans. L'accord de Taïf en 1989 y mettra un terme, bilan entre 130 000 et 250 000 victimes civiles. On va revenir au début de la guerre. C'était le 13 avril 1975. Un quart de combattants palestiniens est attaqué par des milices chrétiennes. Le bilan est lourd, 27 morts. Et Beyrouth bascule dans la guerre civile. Vous avez regardé ce reportage. Il a été réalisé par Dominique Baudis à l'époque. C'est 3 jours après le début de la guerre civile au Liban. Depuis dimanche, Beyrouth est une ville folle, folle de violence et de peur. Pour le comprendre, il suffit de savoir que chaque quartier est un bastion politique et que chaque famille est armée. Dans ce climat, la capitale libanaise vient de vivre 3 nuits de cauchemar. Chacun se terre chez soi, chaque 10 minutes retentit une explosion. C'est un magasin qui est soufflé, un domicile qui est détruit. Aucun quartier n'est à l'abri de cette violence imprévisible. Et lorsque les pompiers arrivent, ils essuient eux aussi des coups de feu. Les rares voitures qui circulent sont suspectes et courent des risques énormes. Des barrages s'improvisent et tirent sans sommation. Durant la journée, c'est pire encore. Quelques minutes de répit durant lesquelles on court s'arracher les journaux,
et puis la population abandonne à nouveau la rue aux combattants. Certains camps palestiniens sont assiégés par les phalanges chrétiennes. Seule circule la Croix-Rouge, mais plusieurs ambulances ont été la cible de tirs. On tirait sur des morts et ce sont les brancardiers qui ont été tués. Lorsque les ambulances pénètrent dans les camps, c'est à 120 km à l'heure et sans savoir si l'évacuation des victimes sera possible. À chaque instant, la situation évolue. Une avenue calme se transforme en champ de bataille du seul fait de quelques tireurs isolés qui se sont embusqués sur un toit. Le plus grand boulevard de Beyrouth a été hier le théâtre de combats qui ont duré plusieurs heures devant l'ambassade de France. Et nous sommes toujours avec Mounir Korm. Les leaders politiques aujourd'hui ont tous été des chefs de guerre et face aux manifestants, ils mettent en garde la rue justement contre le risque du chaos, du retour à la guerre que l'on vient de voir, la guerre civile. Il pourrait justement y avoir ce retour à cette guerre? C'est évidemment une crainte qui anime tout le monde au Liban. Les séquelles de la guerre civile ont été très fortes. Comme vous l'avez dit, ces chefs de guerre se sont auto-amnistiés et ont toujours joué de la peur du retour de la guerre et de la peur des affrontements communautaires pour justifier le maintien du système qui devait être dépassé. Aujourd'hui, les manifestants et les gens dans la rue ont largement prouvé qu'ils étaient capables de manifester sans violence et de répondre. On est à plus de 3 semaines de gens dans la rue et de contestation avec un niveau de violence extrêmement limité, ce qui est absolument remarquable et ce qui démontre que le peuple libanais a une maturité qui est tout à fait prête et qu'il n'y a pas de ce risque de guerre. Puisque vous parlez de violence, justement, le Hezbollah et son allié, le mouvement Hamal, possèdent des armes. Ils pourraient justement s'en servir. Certains demandent justement leur désarmement. Alors c'est exactement, je pense, le piège dans lequel la révolte ou la révolution en devenir ne doit pas tomber. La question de la détention des armes du Hezbollah est un sujet de débat au sein de la société libanaise. Elle a des partisans, elle a des opposants, et c'est un débat qui la traverse. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, et c'est un débat qui pourrait conduire la révolution à échouer, car elle amènerait les gens à se rediviser sur cette question, car la question divise, et amènerait du conflit interne. Or, il n'y a pas de conflit interne quand vous demandez aux gens, tous veut dire tous. On reparle de la corruption, on reparle du système politique, et on reparle de cet échec-là. Et c'est ça, les gens ont besoin d'avoir de quoi manger, les gens ont besoin de sortir la tête de l'eau, ont besoin d'infrastructures, d'un pays qui fonctionne. Et le sujet du Hezbollah est un sujet qui, là, est de second ordre et n'est pas le sujet principal. Il ne risque pas de prendre les armes. Non. Parce que c'est ça le risque, en fait, auquel on pense. Non, le Hezbollah prendre des armes contre le peuple libanais, non, c'est pas possible. Les partisans du Hezbollah qui prendraient les armes contre d'autres manifestants. Non, ça, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. C'est la crainte du Hezbollah aujourd'hui. Le Hezbollah est dans une situation un peu compliquée actuellement parce que il a rapidement soutenu les revendications des manifestants, mais il a été contre la chute du gouvernement, il est contre un cabinet de technocrates et il cherche un peu à préserver le système en place. Pourquoi ? Parce la crainte principale du Hezbollah est d'avoir un gouvernement qui travaille contre lui. Le Hezbollah a les États-Unis derrière le dos et d'autres personnes derrière le dos. Et donc sa crainte, ça s'est déjà produit au Liban entre 2005 et 2007, d'avoir un gouvernement qui travaille contre lui. Donc il cherche d'abord à préserver, de s'assurer que le gouvernement ne travaillera pas contre lui. Et c'est là où il doit prendre des positions, à mon avis. Il doit changer son braquet et considérer qu'il faut avant tout soutenir les revendications pour mettre fin à un système politique. Alors justement, vous le dites, il soutient tout de même le statu quo, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, justement parce qu'il fait aussi partie du système politique. C'est un allié d'ailleurs du président Michel Aoun, le président chrétien, le Hezbollah. Vous avez regardé ce reportage avec nous de l'envoyé spécial de France 24 à Beyrouth, Roméo Langlois, et on se retrouve ensuite. La banlieue sud de Beyrouth, le fief du Hezbollah. L'heure est grave pour le puissant parti chiite. Dans tout le pays, les manifestants l'accusent de corruption et d'autoritarisme. Son leader, Hassan Nasrallah, va parler. Sous haute sécurité, militants et dignitaires du parti attendent ses consignes. Il s'exprime en vidéoconférence depuis un lieu secret. Le ton est conciliant. Ces manifestations ont des aspects positifs. Elles transcendent toutes les religions du Liban. Les gens s'engagent politiquement et réclament leurs droits les plus basiques. Les médias diffusent le discours en direct et quelques kilomètres plus loin, au centre de Beyrouth, les manifestants l'écoutent avec attention. Ceux-là ont beau être de confession chiite, ils ne mâchent pas leurs mots. Tous les Libanais sont des résistants. Le Hezbollah devrait se concentrer sur la résistance envers Israël et arrêter la politique. On leur a donné 30 ans pour trouver des solutions pour le Liban. La colère gronde contre le parti de Dieu. Nasrallah s'en tient à sa stratégie, se montrer compréhensif
tout en brandissant la menace du chaos. Comme je l'ai dit au début des manifestations, si le désordre continue, l'armée et les institutions risquent de s'effondrer. Et les Talibanais pourraient s'avérer incapables de payer les salaires. Mais je vous promets que le Hezbollah, lui, continuera de les verser. Quand Nasrallah parle, il prend ses responsabilités envers le pays. Il est inquiet pour le Liban. Et il fait tout pour éviter une guerre civile. Pour l'heure, dans tout le pays, les tensions continuent. Plus que jamais, les hommes du Hezbollah scrutent les humeurs de la rue. Et l'Iran est le grand soutien du Hezbollah. Donc bien sûr, Israël regarde ce qui se passe du côté du Liban, comme nous l'explique le correspondant de France Télévisions en Israël, Dominique Derda. Regardez. En Israël, ces derniers jours, vous l'imaginez bien, on a plutôt les yeux tournés vers le sud, vers la bande de Gaza, que vers le nord, vers le Liban. Mais ça ne signifie en aucune façon que les Israéliens se désintéressent de ce qui se passe là-bas, tout simplement parce que s'il y a un point commun entre Gaza et le Liban, c'est l'influence de l'Iran, des mollahs, l'Iran qui finance et qui arme à la fois le djihad islamique palestinien et le Hezbollah libanais, qui l'un et l'autre représentent une menace sérieuse pour la sécurité d'Israël. Les diplomates et les services de renseignement israéliens suivent donc avec beaucoup d'attention ce vaste mouvement de contestation, ce vaste soulèvement populaire au Liban. Et ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est que pour raffermir son emprise politique, pour apparaître comme le seul capable de défendre le pays, eh bien le Hezbollah attaque Israël, pousse l'armée israélienne à riposter, un scénario qu'ici on prend très au sérieux. Mounir Korm, réagissez à ce scénario. Vous pensez effectivement que le Hezbollah aurait intérêt à ce qu'Israël intervienne au Liban? Non, personnellement, j'y crois pas. Si on regarde l'histoire, le Hezbollah n'a pas l'habitude de prendre des opérations offensives et de prendre les devants. On a en plus, depuis 2006, dans un état on va dire, d'équilibre de la terreur un peu entre les parties, qui fige un peu la situation et qui a déplacé la ligne de front entre le Hezbollah et Israël, plutôt en Syrie notamment ces dernières années. Et je pense que ce n'est pas du tout l'intérêt ni la volonté du Hezbollah aujourd'hui de rentrer dans une nouvelle guerre qui pourrait être destructrice pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il peut accepter de la population, le Hezbollah, véritablement aujourd'hui? Le Hezbollah aujourd'hui doit réussir à se rassurer sur le fait que les évolutions du système politique libanais ne seront pas contre son intérêt. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, oui. Et après, le Hezbollah a une culture plutôt sociale, contrairement à la pratique politique de beaucoup des politiques libanais, mais a eu le défaut de toujours soutenir, quelle que soit la politique économique du gouvernement, quel qu'il soit. Il a soutenu Rafik Hariri après la guerre civile, dans un système totalement néolibéral et qui a mis en place tous les schémas de corruption actuels. Et il soutient aujourd'hui le général Aoun qui est au pouvoir. Ce qu'il cherche est une couverture de l'État libanais. Et après, quel que soit le système économique. Or, aujourd'hui, on est sur un autre sujet. On n'est pas sur un sujet, encore une fois, d'un sujet de géopolitique et de couverture des armes. On est sur un sujet de changer le système économique et politique libanais et qui doit être décorrélé de ce sujet-là. L'Iran soutient le Hezbollah, donc là, vous avez de la géopolitique, puisqu'il y a ces puissances étrangères qui interviennent dans le cadre, justement, du Liban. Tout à fait, et au même titre que l'Arabie Saoudite ou les États-Unis soutiennent la famille Hariri ou d'autres communautés libanaises. C'est aussi la difficulté, que c'est finalement chaque communauté s'appuie sur une puissance étrangère. Tout à fait. Le Liban est ce qu'on appelle un État tampon, soumis aux cas de vent, soumis aux influences étrangères. Beyrouth est un nid d'espions. Et les leaders communautaires, les leaders de la guerre civile ont toujours joué là-dessus. C'est une dialectique de maître et de l'esclave. Ils vont dans les ambassades étrangères, ils prennent des directives, en même temps ils consolident leur pouvoir, ils jouent aussi de l'influence étrangère. Et c'est comme ça qu'ils pérennisent leur pouvoir. Et c'est assez clé et essentiel de conserver la libanité de cette crise et de rester entre Libanais et de régler ça entre Libanais. Est-ce que, justement, l'État est capable de faire ça aujourd'hui, le Liban? Est-ce qu'il est suffisamment fort, suffisamment indépendant, justement, pour pouvoir gérer cette crise, se réformer? En fait, il n'y a plus d'État au Liban. Il n'y a pas d'État au Liban. Et aujourd'hui, le système s'effondre. Et c'est aux gens que dans la rue, et ce qu'on peut espérer, parce que l'effondrement économique est massif. Et donc, on touche le fond. Les gens sont dans la rue, ils ne vont pas partir de la rue, puisque de toute manière, ils n'ont plus rien à perdre. Ils demandent un gouvernement de technocrates. Il faudrait des technocrates, effectivement, au gouvernement. C'est ce que veulent les manifestants, des technocrates, je ne sais pas, comme vous, par exemple. Oh non, moi je suis loin, mais la question c'est, technocrate ou pas technocrate, de toute manière, il faut une vision politique. Là où il y a un faux débat sur technocrate ou pas technocrate, parce qu'eux demandent des technocrates et on leur répond, enfin pour l'instant, les leaders leur disent technocrates et politiques, pas seulement technocrates. Je pense qu'on met le débat sur le mauvais curseur. On veut de la compétence. Donc après, un technocrate, il a derrière des idées politiques quand même, il en aura ou pas. Après, la question, ce qu'on ne veut plus, et ce qu'il ne faut pas dans ce gouvernement, c'est des figures politiques corrompues. C'est ça la vraie demande. C'est un faux débat, la question du politique, du non-politique. C'est est-ce qu'il faut encore des représentants des partis politiques? Non, il n'en faut plus. Ensuite, le problème, c'est qu'en face, on a un Parlement
qui lui est constitué de blocs politiques. Et C'est donc ce que ce disent les gouvernement, leaders, ils disent comment qu'il il faut pourra l'appui travailler du Parlement. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est certainement un gouvernement, un choc de confiance, mais il faut une nouvelle loi électorale. Il faut être capable de changer la classe politique. Il faut être capable, ce Parlement qui a été renouvelé il y a 1 an et demi, exact identique d'auparavant, quasiment, est un des gouvernements les plus incapables, un des parlements les plus incapables de l'histoire du Liban. Il faut le changer radicalement. Donc, pour ça, il faut changer la loi électorale. Et d'un mot, face à cette crise, justement, cette crise de la rue, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Alors c'est difficile, on est forcément, la situation est assez grave et assez difficile et totalement incertaine pour être très pessimiste. Mais maintenant, il faut forcément il faut rester optimiste et être optimiste parce que on est très bas en fait. Hein. On s'en rend vraiment. Je pense que de l'étranger, on s'en rend pas compte, mais les gens qui vivent sur place, on est dans une situation qui est très critique. Donc quelque part, il faut se dire qu'on peut que remonter, qu'on est assez grand pour éviter de se faire manipuler par des influences étrangères, pour rentrer dans une guerre civile, pour se laisser aller à des questions de géopolitique. Mais... Une troisième république, c'est ce que vous prenez dans votre livre. Donc ça voudrait dire quoi? Une loi constitutionnelle? On met en place un État laïque. C'est une utopie, ça, ou pas? C'était une utopie. Quand on voit les gens dans la rue qui sont là depuis 3 semaines et qui continuent à se battre, il faut vous savez, c'est Emmanuel Mounier qui disait je crois en l'utopie, non celle où l'on s'évade, mais celle où l'on se projette avec une volonté de faire. Ne cédons pas aux ironies réalistes. Sans horizon, l'histoire de nos luttes n'aurait aucun sens. Eh bien, ce sera justement le mot de la fin sur, effectivement, sur cette révolte populaire. Merci Mounir Korm, vous êtes auteur du livre, on le rappelle, pour une troisième république libanaise, études critiques pour une sortie de Taïf aux éditions de l'Harmattan. Merci Mounir Korm, merci Christophe. Merci à vous. Vous nous avoir suivis. Et vous restez avec nous sur France 24. Bien évidemment, France Info. vous pouvez retrouver l'émission, comme à chaque fois, sur le site internet de France 24 et France Info.